ravi d'être avec vous. Quand Gérard m'a proposé d'intervenir, j'ai l'habitude de faire mes séances sur 7 heures et là, il s'agit de ramener toute cette... Enfin, j'essaie de vous en donner le plus possible en 1h30. Mon intervention se déroulera en 3 temps, si vous êtes d'accord. Le- J'aimerais... alors, je vais parler d'innovation, mais pour pouvoir innover, il faut d'abord savoir qui on est. C'est l'éternelle question du sens ou de la raison d'être dans l'entreprise. Donc, pardonnez-moi pour ceux qui n'étaient pas venus pour ça, mais on va devoir quand même passer un moment sur le sens, sur l'ADN, sur la raison d'être. Parce que Charles Pépin nous a dit, quand tu sais qui tu es, tu peux commencer à te réinventer. Et se réinventer, c'est de l'innovation. Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, enfin, en 3 temps, dans un premier temps, c'est de vous décrire le contexte qui a changé ces 20 dernières années, notamment secoué secoué par le digital, mais pas que, à la transformation de la société, qui fait que les règles que nous avions apprises à l'école il y a 40 ans, moi je suis sorti d'une école de commerce il y a 40 ans, ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Bien sûr, il y a des intemporels, mais il y a aussi eu pas mal de changements et je voudrais vous les décrire de façon un peu décoiffante pour vous mettre dans le bain dans les 10 premières minutes. Ensuite, je voudrais vous parler de l'ADN et de la façon dont on peut travailler sur la recherche de sa propre ADN, de sa propre raison d'être. Avant de parler de positionnement, aujourd'hui, on parle de vision et mission. Voilà. Donc, on passera aussi 10 minutes sur ce sujet et je vous proposerai de vous réunir en groupe de 3 ou de 4, de vous réunir en sous-commission. Donc, on créera des salles et pendant 10 minutes d'échanger entre vous sur quel est votre ADN et quels sont vos irritants. Je reviendrai sur la notion d'irritant, c'est-à-dire quelles sont les frustrations du marché contre lesquelles vous voulez vous révolter et participer à la transformation du monde. C'est vrai qu'au dernier congrès du MEDEF, on nous a dit, vous n'êtes pas là pour transformer le monde, vous les entrepreneurs, les managers et les leaders, mais vous êtes là pour accompagner la transformation du monde. Donc c'est dans cette optique que je me place, c'est-à-dire que les entreprises que j'accompagne, je les aide à s'inscrire dans un monde qui évolue, dans un monde qui recherche, qui a sur des nouveaux critères environnementaux, sociaux, etc., et qui recherche des innovateurs, recherche des acteurs qui ne se contentent pas du statu quo. J'aime bien l'exemple de Volvo qui a dit il y a 5 ans, euh, en 2020, no one killed in a car. Plus personne ne sera tué dans, no one killed in a Volvo. Plus personne ne sera tué dans une Volvo. Voilà typiquement le type de raison d'être qui m'intéresse, qui est inspirante. Et si vous avez eu l'occasion de suivre la consigne de Justine et de regarder la conférence de Simon Sinek, ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. C'est très inspirant. Et donc elle a eu lieu en 2008 et elle a transformé radicalement le monde du marketing. J'y reviendrai également. Voilà. Donc 3 temps. Un premier temps, contexte de société. Un deuxième temps sur la recherche de l'ADN. Et le troisième temps, celui que vous attendez le plus, je pense, c'est quel parcours d'innovation. Alors, j'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans, depuis une dizaine d'années, mais pendant 5 ans sérieusement, sur un parcours qui a été inspiré par nos amis de chez General Electric. General Electric aujourd'hui innove en mode frugal. Euh, General Electric a écrit un livre qui s'appelle Lean Startup, que je vous conseille, vous l'aurez aussi dans les références de cette conférence. Et à partir des réflexions de General Electric et à partir aussi d'autres méthodes d'innovation agile, hein, comme Sprint ou comme le Design Thinking, nous avons posé avec 2 associés un parcours d'innovation en 8 étapes. Et le but de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre ce parcours, à comprendre les vertus d'un parcours itératif, c'est-à-dire qui se remet sans cesse en question et qui avance progressivement. Je me présenterai tout à l'heure, mais dans mon parcours, j'ai eu la chance d'accompagner 4 dépôts de bilan. Oui, je dis la chance, puisque je milite avec Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Et le plus bel échec que j'ai pu vivre récemment, c'était la création d'un tennis connecté, un peu comme un foot en salle, qui a déposé le bilan au bout de 6 mois. Et en fait, l'innovation était tellement complète et tellement parfaite qu'à un moment donné, quand ça n'a pas marché, on ne savait pas pourquoi ça ne marchait pas.
Et le principe même de l'innovation en mode Lean Startup, Lean veut dire frugal, hein, Lean, donc frugal comme les startups, c'est justement d'avancer étape par étape, critère par critère, de façon à, si à un moment donné, l'innovation ou l'évolution que vous voulez donner ne marche pas, vous reculez simplement d'une case dans votre parcours, mais vous ne mettez pas le tout à la poubelle. Et le jour où on a déposé le bilan avec ce tennis, on a dû mettre l'ensemble du projet à la poubelle, 1 million d'euros d'investissement, 18 mois de travail, parce qu'on était incapable de savoir sur quels critères il fallait se réinventer. Alors, ce parcours, je voulais que vous l'ayez bien à l'esprit avant qu'on aille plus loin. Euh, il passera par 8 étapes, mais avant d'aborder la première phase qui s'appelle l'hypothèse fondamentale, nous aurons un préalable qui est quelle est ma raison d'être, mon ADN, et quelles sont mes frustrations. Et c'est de cette tension entre l'ADN et la frustration de marché et l'irritant, c'est de cette tension que va naître une idée d'innovation. Je termine en disant que je m'intéresse à 3 types d'innovation. Comme ça, on aura fait le tour de la question. Évidemment, l'innovation disruptive, l'innovation de rupture, qui est celle à laquelle on pense spontanément, qui est souvent le fruit d'équipes de R&D très avancées, etc. De moins en moins aujourd'hui, parce que Procter, qui est un des inventeurs du marketing, a inventé l'open innovation, qui consiste non plus simplement à confier l'innovation à la R&D, mais aussi à s'interroger, à s'intéresser au marché, aux utilisateurs, aux parties prenantes. On y reviendra. Ça, c'est l'innovation de rupture. Ensuite, il y a l'innovation incrémentale, hein, celle qui consiste à augmenter la valeur d'usage, augmenter la valeur d'expérience, augmenter la partageabilité de l'expérience vécue. Donc, incrémental, c'est je rajoute une option et je me différencie de mes concurrents. Et puis, troisième innovation qui m'intéresse, c'est l'innovation organisationnelle. Le meilleur exemple pour moi, je le cite assez souvent, c'est Apple, qui un jour a fait un pivot, donc a fait une évolution organisationnelle de son modèle, puisqu'il a décidé d'abandonner progressivement les revendeurs et pour créer un réseau direct qui s'appelle Apple Store, que vous connaissez tous, et qui est devenu en plus le magasin le plus rentable du monde. Bien. Donc ça, c'est l'innovation organisationnelle. Je change mon canal de distribution, mais il y a plein d'autres façons d'innover. Voilà pour poser le cadre de cette intervention, et je vous propose, si vous êtes d'accord, de rentrer dans 6 paradoxes qui m'ont vraiment conduit en 2009 à changer de métier. Moi, je viens de la publicité, très descendante, hein, très traditionnelle. Et depuis 2009, je m'intéresse, après avoir écouté Simon Sinek, après avoir quitté Publicis, où j'étais président de l'Est de la France, je m'intéresse aujourd'hui de façon très intime et très passionnée à l'ADN des organisations, que ce soit des associations, des individus même, et puis des entreprises de toute taille, TPE, PME, ETI, et même grands groupes. Donc l'ADN des organisations et l'innovation pour les aider à se mettre en mouvement. Voilà, donc 6 paradoxes qui m'ont un peu secoué. Le premier paradoxe nous disait en 2008, les marchés sont devenus des conversations. C'est-à-dire ce qui compte aujourd'hui, c'est d'animer les conversations, c'est de viraliser finalement, c'est de permettre aux gens de partager vos idées. Et si vous avez écouté Simon Sinek, il nous a dit « People don't buy what you do, but why you do what you do ». Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ce pourquoi vous le faites. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de penser que votre entreprise n'est pas simplement un fabricant de produits ou de services de what, mais d'abord de why, de pourquoi, de raison d'être. Et si cette raison d'être est claire, elle est inspirante. Et si elle est inspirante, elle nourrit les conversations. Et aujourd'hui, les gens sont, même si on est dans un contexte qu'on qualifie souvent d'infobésité, trop d'infos, et de fact-checking, hein, de fausses nouvelles, eh bien, les gens sont à la recherche de vraies nouvelles, de bonnes nouvelles et de passeurs. Vos entreprises sont des passeurs. Vos entreprises sont des centres de presse, comme une rédaction d'un magazine. Des centres de presse autour d'un usage, autour d'une expérience. Dans ce contexte, je considère qu'il n'y a plus le B2B avec ses règles froides et le B2C avec sa chaleur, mais qu'au bout de la chaîne du B2B, il y a toujours un C.
Et que si vous vous intéressez, si vous aimez le consommateur qui est au bout du bout du bout de votre processus, même si vous êtes fournisseur de rang N-3, N-4, N-5, quelque part en s'intéressant à lui, vous allez peut-être faire la différence, créer votre océan bleu, on y reviendra tout à l'heure, et ce consommateur qui est au bout de votre chaîne, il a un cousin, il a un copain, il a des relations, il a une audience, il a un blog, il a une page Facebook, et il a envie de partager votre bonne nouvelle avec ses amis. Les marchés sont devenus des conversations. Ben, ça tombe bien parce que pour obtenir une transaction aujourd'hui, il faut la confiance. Et pour rentrer dans la confiance, il faut des conversations. Facebook vous permet d'amorcer des conversations avec votre audience, avec vos cibles, avec vos suspects et vos prospects. Vos blogs et certains sites internet vous permettent, ou votre présence dans des salons, dans des foires, etc., vous permet d'entretenir la relation et aussi les conversations. Et puis quand la relation, quand la confiance est là, on peut effectivement penser à établir une transaction avec un site e-commerce ou dans un store, dans un magasin. Cette courbe, vous la retrouverez dans la conférence de Simon Sinek. Elle est là pour vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous intéresser aux innovateurs et aux early adopters, les adopteurs précoces, parce que c'est eux qui nourrissent les conversations. Et donc c'est en partageant avec eux votre boussole, vos croyances, votre projet. J'aime beaucoup la notion de projet. Une entreprise, c'est d'abord un projet avant d'être un contrat social. Si vous partagez vos projets avec eux, vous leur donnerez envie, non pas de parler de vos produits, mais de parler de vos projets. Et le mass market aujourd'hui, hein, les gens le marché de masse, d'abord il n'existe plus le marché de masse, mais si on veut considérer qu'il existe encore, les gens qui sont dans le marché de masse vont poser la question non plus aux écrans de publicité, non plus à votre service de presse, mais directement aux utilisateurs. L'avis client est important. L'avis client, l'avis des adopteurs, l'avis des innovateurs. Le deuxième sujet, c'est Jean-François Noubel qui nous l'apprend. Le monde se transforme et transforme les gens. Alors ça paraît tellement une tautologie, mais ce qui est peut-être important, c'est de dire que après être passé à travers 4 paradigmes depuis 1850, hein, l'économie de la matière première, puis l'économie des produits avec l'industrialisation, la servicisation, l'économie des services, notamment après la guerre, quand il a fallu faire la différence. Le design est arrivé, la publicité s'est renforcée, etc. Et puis depuis une vingtaine d'années, on est rentré clairement dans l'économie de l'expérience. On ne boit pas simplement un café, on vit une expérience avec Nespresso. Et aujourd'hui, Jean-François Noubel nous parle d'une nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés, pas tous ensemble, mais qui clairement est identifiée comme l'économie de la transformation, c'est-à-dire je ne peux penser mon innovation, je ne peux penser mon produit, ma production que de façon pérenne et progressive, que si elle aide les gens à se transformer, à grandir, à prendre confiance en eux. Vous retrouvez la pyramide de Maslow, évidemment, mais au-delà de ça, les gens aujourd'hui cherchent le sens dans lequel vous vous transformez. C'est ça qui les inspire, c'est ça qui les intéresse. Et c'est ça qui va peut-être les faire choisir de prendre votre produit pour se transformer eux-mêmes. Le troisième paradoxe, c'est que c'est la faillite des autorités. Vous savez, les autorités traditionnelles, on l'a vu, alors ça c'est Maslow, vous le connaissez, l'autorité traditionnelle, c'est pas l'autoritarisme, c'est celle qui me rend auteur. Donc, historiquement, les autorités qui me faisaient grandir, c'était les médias, les politiques, les banquiers, l'administration, l'église, le prêtre, le docteur, les associations. Toutes ces autorités ont été remises en cause. Cette étude date de 2010, vous voyez, et elle est déjà dramatique. 88% des Français ne croient pas dans les médias, 78% dans les politiques. Tout ça pour dire que si autour de moi, plus personne ne fait autorité sur moi, je ne peux pas grandir. Donc je suis à la recherche d'autres autorités. C'est le déploiement aussi de la famille horizontale, des cousins, des grands-parents plutôt que les parents. C'est la recherche effectivement de repères. Eh bien, vos entreprises sont un lieu d'autorisation. Là où l'école parfois avait échoué, dans l'entreprise, c'est le premier rendez-vous finalement extrêmement concret avec la réalité. Et c'est l'endroit où peut-être je vais pouvoir grandir et devenir auteur. La faillite de la publicité, le modèle traditionnel descendant
est remis en cause. Bon, je ne vous apprends rien. Je voulais juste vous dire que ce qui a marché pendant 30 ans, 40 ans, pendant les 30 glorieuses et les calamiteuses qui ont suivi, aujourd'hui est remis en cause. Ce modèle descendant, il passe maintenant par des intermédiaires qui sont les community managers. Ces community managers sont les donc, euh, organisateurs de communautés, sont justement les innovateurs, les adopteurs précoces, etc., qui, eux, s'intéressent aux communautés qui constituent vos clients. Le président d'Adidas me disait récemment, en fait, nous, Adidas, nous sommes une communauté de communautés. Donc, ce qui est important à l'ère où chaque consommateur voudrait une relation singulière, unique avec la marque, c'est que les community managers, qui sont souvent des tiers de bonne foi, qui ne sont pas forcément salariés du service marketing, puissent communiquer avec les communautés sur des sujets de type innovation, justement, sens, innovation, puisque c'est vraiment ce qui préoccupe les communautés. Et quand elles se sentent respectées, en fait, les Français n'aiment pas la publicité, mais les Français aiment les marques qui aiment les gens. Et la marque qui aime quelqu'un, ce n'est pas simplement une marque qui lui donne le bon produit au bon prix au bon moment, c'est une marque qui montre qu'elle est à l'écoute, qu'elle est apprenante, qu'elle est vivante. Voilà. Et donc, effectivement, à travers les relations des community managers avec les communautés, on montre aux gens que la marque les mérite et qu'est-ce qu'on produit comme effet? Eh bien, c'est les consommateurs qui vont vers la marque. Voilà, c'est cette inversion. On passe, alors pardon pour cet anglicisme, mais en marketing, on dit qu'on passe du descendant au remontant, de l'outbound marketing à l'inbound, qui est l'aimantation, l'attirance. Donc c'est la fin des marques surplombantes. Donc une marque aujourd'hui qui se drape dans sa tour d'ivoire et qui dit au marché je sais et vous n'avez pas, enfin qui n'est pas écoutante, qui n'est pas apprenante, est une marque qui sera tôt ou tard en difficulté. La marque aujourd'hui c'est un hub, c'est une infrastructure ouverte dans laquelle toutes les parties prenantes, vous savez, on est vraiment rentré d'un capitalisme de propriétaires à un capitalisme des parties prenantes. Toutes les parties prenantes, les 8 parties prenantes répertoriées, on voit au chapitre, peuvent se pluguer sur la marque. Donc la marque est un espace d'information qui nourrit les gens, qui nourrit les parties prenantes sur des sujets de société, sur des sujets on va dire, d'usage et d'expérience. Il ne s'agit pas là pour la marque de prendre parti sur de la politique, etc. Il s'agit simplement de bien savoir quelle expérience elle a envie d'adresser, d'augmenter, de transformer. Rapidement les 8 parties prenantes, mais vous aurez le PowerPoint qui vous permettra effectivement de reprendre ces éléments, mais vous les connaissez, on les trouve chez Google. Le client, le fournisseur, le collaborateur, l'actionnaire, ça c'est les parties prenantes que vous connaissez traditionnellement. Les pouvoirs publics avec la réglementation, la concurrence. Le concurrent est une partie prenante. Et si mon concurrent grandit grâce à moi, c'est tant mieux. Ça veut dire que je suis devant lui. Mon concurrent est précieux, je le respecte. Parce que peut-être demain, je vais faire avec lui de la coopétition. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un anglicisme. La coopétition, c'est un mot tiroir, qui est le mariage de compétition et de collaboration. Eh bien oui, tôt ou tard, j'aurai peut-être à m'associer avec mon concurrent. Pas forcément pour faire une entente sur les prix, mais parce qu'un gros marché, parce qu'un changement de société nous inciteront à changer notre façon de compétiter, justement. Donc les concurrents sont un partenaire précieux. Les ONG, on a vu que Greenpeace aujourd'hui avait vraiment voix au chapitre. Et puis finalement, j'ai écrit Facebook, mais on va dire le digital est le 6e et la 8e partie prenante. La marque se définit, ou l'organisation, parce que entendez bien dans marque, aussi bien la marque du produit ou du service que vous rendez, que la marque employeur. Et là, ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, votre marque employeur a un vrai challenge. Elle va devoir attirer des talents demain. C'est compliqué les talents. C'est compliqué au bout de 18 mois. Souvent, ils viennent parce que le miel les attire, mais si au bout de 18 mois, ils n'ont pas rencontré un vrai projet, des gens qui sont attentifs, je ne suis pas en train de caricaturer la génération Z. Je suis en train de dire que voilà, c'est comme ça aujourd'hui. On a une pénurie de talents. Ils sont 16 millions à nous remplacer. Moi, j'ai 60 ans.
je pars bientôt à la retraite, on est 19 millions à partir, ils sont seulement 16 à nous remplacer. Alors le Covid aura certainement aussi créé, à supprimer des jobs, mais il n'empêche que ces 16 millions de talents, ces 16 millions de jeunes, ils vont pouvoir choisir leur job. Oui, dans 2 ans, on est d'accord. Mais nous, moi, je vis à Strasbourg, à côté de l'Allemagne. Je peux vous dire que l'Allemagne a une classe creuse, fait face à une classe creuse depuis 5 ans et vient nous piquer nos ingénieurs parce qu'il n'y en a pas assez, avec des ponts d'or et avec des propositions extrêmement alléchantes. Je passe, ça c'est un exemple. Je disais qu'une marque, pardon, je reviens juste une seconde. Une marque, c'est trois piliers. Son ADN, sa raison d'être, sa valeur collective. Oui, il y a toujours une valeur collective dans une marque. Et puis sa valeur singulière. Regardez la Fiat 500. J'adore cet exemple. L'ADN, l'ADN de la Fiat 500, elle est intemporelle. Sa valeur collective, c'est le côté revival, un peu comme la Mini Cooper aussi, ou la DS, hein, tout simplement. Et la valeur singulière, c'est les 500 000 combinaisons que propose Fiat pour la Fiat 500. Ici, ce sont les pare-soleils qu'un de mes clients réalise pour la Lamborghini Urus. Il va y avoir 1200 Lamborghini Urus fabriqués cette année, non, sur les 3 ans, et il y a 180 modèles de pare-soleil différents. C'est vous dire jusqu'où va la singularité. Ça, c'est typiquement aussi de l'innovation, pour le coup, puisque en poussant le plus loin possible les frontières de la singularité, vous permettez à chacun de marquer, de marquer sa voiture, de marquer son quartier, sa vie sociale, en montrant que sa voiture est unique. Voilà. Ah, voilà la Lamborghini Urus. Alors, oui, ça c'est ce que je vous disais, le capitalisme patrimonial est devenu le capitalisme des parties prenantes. Je vous propose d'avancer. Dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est bien de définir le but du but. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais si vous n'avez pas le but du but, comment est-ce que vous voulez innover? Vous êtes face à une page blanche et vous vous dites, mais par quel bout je prends la question de l'innovation? Je ne vous parle pas de l'innovation que vous pratiquez tous les jours, qui est l'adaptation, l'innovation adaptative. Je vous parle de l'innovation qui consiste à faire un pas de côté et à préparer les produits, les services qui vous rendront célèbres demain, peut-être. Voilà. Donc la question du but, c'est un travail qu'on va survoler ensemble dans quelques instants. Elle consiste à aller chercher, et c'est ce que nous apprend très bien Simon Sinek, la vibration possible entre le why et le how. Le why, c'est donc pourquoi je suis là, en 2 mots. Wozu, what for, et pas simplement warum, pas simplement pourquoi en un mot, mais pour quel monde meilleur je me lève le matin. Et le how, c'est la façon avec laquelle vous abordez cette question. Je vous donnerai des exemples. Le what, c'est évidemment vos produits et vos services, vos innovations et tout ce que vous réalisez qui attestent que votre marque, votre entreprise est alignée sur son but, sur sa raison d'être. Vous allez me dire, c'est de la RSE ou de la loi Pacte? Oui, tout à fait. La loi Pacte, aujourd'hui, nous incite fortement, on l'entendait à la radio ce matin, à redéfinir notre raison d'être, même de façon contractuelle, puisque c'est la loi Pacte qui a amené en mai 2019 la raison sociétale des entreprises, qui est contractuelle. Alors, quelques exemples rapidement. Danone, la raison d'être de Danone, c'est parce que nos aliments sont nos premiers médicaments. C'est l'alicament. La raison d'être de Toyota, c'est de réconcilier la voiture avec la terre, même si aujourd'hui, la Prius n'est pas un exemple totalement, totalement vertueux, si vous voulez, de respect de la terre. Il n'empêche que c'est comme ça, c'est sur cet argument, vous allez dire c'est du positionnement, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Toyota est une marque japonaise qui est ancrée dans le respect de l'autre, dans le respect de la terre. L'ADN n'est pas un vernis supplémentaire. Ce n'est pas un gadget marketing. L'ADN, c'est aller chercher au plus profond de vous-même ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez été créé. Rappelez-vous que Toyota est propriétaire du brevet du moteur à hydrogène, mais que les lobbies ne l'ont pas encore laissé véritablement exister. Donc il est passé par un how. Le how s'appelle la pensée hybride. Et depuis 25 ans, il a hybridé finalement une bonne partie de la Terre. Levi's, pour aller dans quelque chose d'un peu plus sulfureux, l'ADN de Levi's, la raison d'être, c'est de créer de l'attraction. Voilà. C'est pour ça qu'ils vendent leur jean 3 fois plus cher qu'un jean H&M ou Uniqlo.
Michelin, c'est très intéressant puisque depuis 1880, c'est gravé sur le fronton à Clermont-Ferrand des usines Michelin, c'est le progrès dans la mobilité. Et j'ai pris cet exemple pour vous dire, regardez, il n'y a pas le pneu dans l'ADN de Michelin. Le pneu, c'est qu'un watt, c'est qu'un support. Ce qui est important pour Michelin, c'est comment je sécurise le progrès dans l'automobile, dans la mobilité. Évidemment, le pneu était un élément essentiel, mais le président de Michelin nous dit, si demain je dois faire d'autres choses, il a fait les cartes routières, il a fait les bornes, il a borné la France, il a ensuite fait le guide rouge qui permet de s'arrêter, parce que la mobilité, c'est pas simplement aller et venir, c'est aussi pouvoir s'arrêter. De Métis, dans un autre secteur, c'est un client que j'ai accompagné, donc les résidences seniors, c'est juste avant l'EHPAD, hein, on y accède à 75 ans. C'est l'idée, la raison d'être, c'est permettre à chaque senior d'être acteur de ses projets d'avenir. Vous voyez, c'est pas simplement bien vieillir ou un confort en sécurité. C'est montrer à chacun que même à 75 ans, vous avez encore des projets d'avenir. Et puis je termine last but not least avec Apple en vous disant que, et ça c'est pas très bien dit dans la conférence de Sinek dont je voulais vous le redire ici, la vraie raison d'être d'Apple, c'est pas Think Different. Think Different, c'est un slogan, c'est juste un positionnement. La vraie raison d'être d'Apple, c'est de rendre à l'homme sa créativité. L'homme est un créatif né, frustré par Taylor, par Ford, par l'éducation nationale, par plein de choses qui lui ont enlevé cette créativité. L'homme est un maker. Et Apple, Steve Jobs, son obsession était de redonner de la poésie, de l'amour, etc. Alors vous allez me dire, c'est de la post-rationalisation, mais c'est quand même ce qui a fait aujourd'hui le succès de Apple à travers les âges. Voilà, donc effectivement, ce qui est important, c'est d'aller toucher les gens sur une convergence d'idées et pas simplement sur un produit qui est disponible à un bon prix, même à un bon prix au bon moment. Voilà. Une marque qui reste simplement sur son processus de production et d'optimisation et de radicalité du prix et de compétitivité, si elle ne cherche pas à compléter sa valeur service, sa valeur de proximité, peut se mettre en danger. Mais vous aurez certainement des contre-exemples à nous donner tout à l'heure. Et puis pour terminer, les 4 P qu'on nous a enseignés à l'école il y a 40 ans, les 4 P, vous savez, les 4 P qui définissent un produit ou un service, produit, prix, place, donc, circuit de distribution et promotion, publicité, sont devenus 6 P aujourd'hui. Le 5e P était né en 85, c'était Procter aussi qui l'avait proposé, People et Planet, hein, qui a été repris par la RSE. Et le 6e P qui définit la raison d'être d'une marque, c'est purpose. Et on retrouve cette notion de why et de pourquoi. Alors, je vous offre ce petit cadeau, puisque Procter, depuis 1 an, a fait évoluer ses 6 P en 6 E. Je vous propose de passer dessus, vous l'aurez dans le PowerPoint. Gardons à l'esprit peut-être que le produit est devenu une expérience, on l'a dit tout à l'heure, le prix est devenu une valeur, une évaluation, et pas simplement un prix qui est un peu réducteur. Place est devenu everywhere, c'est-à-dire dans votre innovation, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que mon produit est accessible de partout? Partout dans le monde et de partout. L'équation qu'a résolue Amazon récemment. Promotion est devenu engagement. Je fais pas simplement un joli message, je crée de l'engagement, je crée de la viralité. People et Planet est resté environnement et Purpose est devenu Elevation. C'est-à-dire non seulement j'ai un but qui est très lié à mon process, mais si je m'intéresse vraiment au consommateur, c'est comment je l'élève, comment je fais autorité sur lui, comment je le rends auteur. Voilà. Et ma phrase préférée pour terminer cette introduction, elle est de Bernard Werber. Vous voyez ce paradoxe qui dit ne cherchez pas à battre vos concurrents, démodélez. Donc notre mission, qui n'est pas dévolue uniquement au directeur du marketing, au directeur de la communication, au président de votre entreprise, notre mission c'est de chasser les signaux faibles sur les marchés, à la télévision, sur Internet. Je sais que Google avait donné 20% de temps disponible à ses collaborateurs, 1 jour par semaine, pour faire autre chose qui n'est pas dans le core business de l'entreprise. Et 100% des innovations de Google sont venues par ce canal-là. Alors c'est vrai que je ne résiste pas à montrer cet exemple sans trop dépasser mon timing. C'est un sous-traitant qui fabrique des LED et qui a inventé et qui a, en observant le consommateur, B2B2B2C, en observant le consommateur, il s'est aperçu que 25% de la décision d'achat de voiture, c'est la signature lumineuse de l'éclairage.
Et donc, il a inventé quelque chose que vous avez vu sans doute autour de vous, et voilà, je vous le montre. Et ce fabricant, il a innové à son niveau à lui, de rang N-6 dans le processus de production. Il n'a pas hésité à aller voir directement le président de VAG pour lui dire j'ai une idée qui va peut-être changer le monde et si vous voulez, bah, je vous en donne l'exclusivité pendant un certain temps et ensuite ensemble on peut envahir le monde. Ça c'est un processus d'innovation justement Lean Startup, on en parle tout de suite après. Voilà pour la fin de cette introduction. Justine, est-ce que tu veux faire un commentaire ou relever une question ou me Alors, parler du rythme? ouais, tu avais deux questions. Tu avais une question de Jean-Michel qui te demandait est-ce que l'économie de la transformation, c'est lié avec le beau, le bon, le vrai de Noubel? Ouais, forcément, puisque Nobel, il est très cohérent. Mais euh, comment te dire? La transformation, elle va forcément vers la vertu aujourd'hui. Je crois qu'on a compris que on consommait 1,8 planète en France, mais 50 planètes au Luxembourg, et que ça ne pouvait pas durer éternellement. Je crois que nos enfants nous le reprochent aujourd'hui et s'aperçoivent dans les textes qu'on entend au prompteur le dimanche soir, dans les textes qu'on entend, s'aperçoivent qu'on ne propose pas de solutions très concrètes dans le bon, le beau et le vrai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se révoltent. Moi, quand je suis né, on avait une dette de 10 000 dollars sur nos têtes il y a 60 ans. Aujourd'hui, elle est 36 000 dollars. Et nos jeunes ne supportent pas qu'on ait continué à les endetter. Ils nous appellent la selfish génération, la génération égoïste. Bon, donc oui, forcément, le beau, le vrai, c'est une vertu vers laquelle on veut tendre. Une autre question de Sylvia par rapport aux exemples des pare-soleil. Est-ce que c'est pas un peu une perte de temps de choisir parmi 180 modèles de pare-soleil? Si, forcément. Mais en même temps, est-ce que c'est une perte de temps de choisir parmi 500 000 modèles de Fiat 500 ou Ah, pas 200 de sens. Est-ce que c'est une perte de sens? Ah oui, j'ai mal Ouais, lu. une perte de sens, pardon, je crois une perte de temps. Euh, mais non, parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que la voiture donne du sens à leur vie. Montre aux voisins que je suis différent. Si vous voulez, moi j'ai un voisin qui s'est acheté l'Audi Q7 avec le clignotant progressif que je vous ai montré. Je peux vous dire, il se met en double fil et il prend le temps de décharger. Et mon autre voisin qui a une vieille Audi Q7, ben, il rase les murs et il la range dans son garage. Oui, c'est une caricature, mais pour vous dire à quel point c'est pertinent, c'est que dans les concessions Audi, quand vous allez chercher votre voiture, il y a une couverture sur la voiture, dans une salle qui est dédiée à ce moment précieux de votre vie, puisque sachez que le Français moyen s'achète sa première voiture neuve à 52 ans. Donc c'est un moment extrêmement précieux. Eh bien, figurez-vous que les quatre coins, donc où sont les clignotants, sont ajourés. Et le vendeur va appuyer sur une télécommande et faire clignoter, voilà, de façon extrêmement sensuelle la voiture. Donc perte de sens sûrement, mais en même temps, aujourd'hui, les gens trouvent du sens encore trop, sans doute, dans leur consommation. Alors, il faut leur en donner. Justine? Voilà, c'était tout pour les questions, les premières questions de la première partie. Ok, ça c'était mon bureau, là-haut, tout là-haut, en haut de l'échelle. Et ça, ce sont les produits que j'ai accompagnés en mode Lean Startup. Donc ça, c'est pour vous donner effectivement un aperçu de choses très originales. Vous connaissez tous Na. Et aujourd'hui, Na, le groupe Solinest, vient de racheter le kombucha qui est en bas, les quatre bouteilles à l'envers. Voilà, donc ça, c'est typiquement des produits nouveaux. Alors, pour le coup, qu'est-ce que c'est qu'un kombucha? Bah, c'est un thé fermenté sans alcool, mais qui donne de la puissance, qui donne, surtout avec du gingembre ou du piment, qui donne au capitaine de soirée ou à la femme enceinte ou au consommateur halal bah, un plaisir, une expérience tout à fait originale. La canne que vous voyez, que j'ai dans mes mains là aussi, cette canne qui tient debout toute seule, eh bien, elle a eu un énorme succès. On l'a lancée avec un petit cabinet de design. Pourquoi elle a eu du succès? Parce qu'elle apportait du sens aux gens. Le sens, c'est le respect, c'est le plaisir de vieillir. Oui, pour vous, c'est peut-être un oxymore, mais pour les gens qui l'ont acheté, c'était le plaisir de montrer qu'ils n'étaient pas encore euh, complètement dépendants d'un bout de bois. C'est une canne qui tient debout toute seule, voilà, parce que le poids est en bas et en plus, elle n'est pas trop lourde. Donc, tous ces exemples, le détatouage chimique et pas avec le laser, ou la sonde de rééducation périnéenne,
le four qui a été créé avec un industriel, une fonderie. Et si vous voulez, je garderai, quand on se parlera tout à l'heure, je garderai l'exemple de Na, parce que Na a été créé il y a 10 ans en mode justement Lean Startup. Alors, juste 2 slides. Si on est d'accord, Justine, juste 2 slides. Ça, c'est un de mes cadeaux d'aujourd'hui, très précieux, puisque c'est la grille qui va vous permettre de vous interroger sur tous ces éléments de raison d'être qui va vous permettre de converger tout doucement vers la formulation de quelque chose, qui n'est pas simplement faire bien mon produit, beau, bon, vrai, mais au-delà, aider les gens à grandir dans le domaine de l'automobile pour Michelin, dans le domaine de la préservation de la terre pour Toyota, etc. Donc je passe rapidement parce que cette grille fait l'objet d'un travail en général en CODIR de 16 à 24 heures. 16 à 24 heures. Puisqu'on va aller chercher très loin, au tréfonds alors, le fondateur souvent n'est plus vivant, mais le président ou le directeur général est dépositaire de l'ADN. Et l'ADN ne change pas. Elle évolue, mais elle reste toujours sur sa trajectoire. Donc les questions qu'on se pose, c'est quelle est l'orientation stratégique générale? Ensuite, quels sont mes savoir-faire visibles et mes savoir-faire cachés? Souvent, mes savoir-faire cachés révèlent beaucoup plus sur ma raison d'être que ceux qui sont visibles. Quels sont mes savoir-être, mes soft skills, hein, à l'ère où aujourd'hui les savoir-être sont aussi importants que les savoir-faire dans l'entreprise? Je ne généralise pas, mais admettons que quand j'ai grandi, moi, c'était 10% de savoir-être, 90% de savoir-faire. Et puis aujourd'hui, c'est 50-50. Ensuite, quelle est la frustration de marché? Quel est mon irritant? Contre quoi je veux me révolter? Moi, si j'étais un jeune de 20 ans, je me révolterais contre les 3500 tués sur les routes chaque année. Alors, ils ne savent peut-être pas que quand j'ai grandi, on en avait 10 000, il n'y a pas si longtemps. Donc 3005, c'est une victoire pour nous. Mais pour eux, c'est un échec cuisant. C'est 3500 morts de trop. Donc ça, c'est une frustration de marché. Quelle est ma vision, mes croyances? Quelle est la mission que je me donne? Ça, c'est des éléments importants. Sur quoi je suis focalisé? Qu'est-ce qui m'obsède? Et quels sont mes actifs dans mon entreprise qui m'aident à porter ma raison d'être? Ensuite, on est un peu plus philosophique. Quel est mon rêve de progrès pour l'homme? C'est-à-dire, si tout le monde utilisait mon produit demain, comment serait la Terre? Comment serait le monde? Quel est le moyen? Quel est le moyen que je mets au service par exemple, le guide rouge de Michelin est un moyen de rendre la route plus conviviale. Et avec quelle personnalité? Et puis je termine en posant toujours la question au manager, dans 5 ans ou dans 10 ans, si tu as mis en place cet ADN et que tu as lancé ton innovation, qu'est-ce que tu voudrais accomplir comme chiffre clé qu'est-ce que tu voudrais souligner comme chiffre clé de ton succès? En termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché, en termes de reconnaissance, etc. Et puis on termine par le concept génétique, donc l'ADN, la raison d'être. Voilà, vous l'aurez ce cadeau. Une autre approche plus simple, très intéressante, qui est de se poser 4 questions. Quelle est ma vision du monde? Apple dit, moi ma vision du monde, c'est que l'homme est né créatif, mais qu'il a perdu sa créativité. Quelle est la mission que je me donne? Apple nous dit, moi je vais rendre la créativité accessible à tous, intuitivement, instinctivement. Comment? En prolongeant la main de l'homme par un personal computer et aujourd'hui par un téléphone ou une tablette. Comme je veux enlever cette barrière entre la technique, la technologie et l'homme, eh bien, je crée des magasins où il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de caisses enregistreuses. Il y a des conseillers qui nous ressemblent, avec lesquels on peut se tutoyer et se sentir bien. Quel est mon positionnement et quelles sont mes valeurs? Ça, c'est des choses que vous connaissez de façon plus traditionnelle. Donc, je vous propose de passer. Voilà. Et la grande question, la plus difficile, elle est posée là. Et je vous propose de répondre à 2 questions. C'est quelle est ma raison d'être dans ma boîte à moi et quels sont les irritants aujourd'hui, quelles sont les frustrations que j'aimerais arriver à dépasser? Et peut-être une 3e question, voilà les innovations qui sont dans nos cartons, dans nos tuyaux et qui nous projettent dans les 10 ans qui viennent. Mais restons déjà de façon à vous faire toucher du doigt vraiment ce qu'est l'ADN et ce qu'est cette boussole. Finalement, l'ADN nous permet de produire une boussole. Si vous êtes d'accord, juste avant de vous donner la parole, si quelqu'un a envie de partager ce que vous avez, je vais prendre note en même temps.
On a 6 minutes pour partager, puis ensuite on attaquera le troisième chapitre. Mais juste avant, j'ai oublié de vous dire un élément essentiel. Que ce soit dans le marketing ou d'une manière générale dans le management, on peut difficilement réussir aujourd'hui si on n'aime pas fondamentalement les gens, si on n'a pas fondamentalement envie de les aider à se transformer, à se changer. Le cynisme des grandes années glorieuses n'est plus vraiment d'actualité. Et ce que je vous dis là, même les hedge funds américains sont attentifs aujourd'hui à investir dans des entreprises qui, comme le dit la loi Pacte, s'investissent dans le bonheur des gens. Alors, le danger, c'est, le mot bonheur, donc on va l'enlever, on va l'effacer, happiness, non, on va dire dans le progrès des gens. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, de prendre en compte ça, et pour pouvoir le prendre en compte, il faut pouvoir les aimer, il faut pouvoir les accueillir, il faut pouvoir les comprendre. Et le deuxième danger, c'est attention à l'excès de care, l'excès de social. On parle de social washing aujourd'hui, de care bashing. C'est-à-dire que toutes les entreprises se sont ruées sur la raison d'être, hein, le bien, comment ça s'appelle, le bien public, le bien partagé, mais il faut que ça soit authentique. L'authenticité et la simplicité sont les deux valeurs essentielles dans le post-Covid. Qu'est-ce qui a envie de prendre le micro pour nous partager un irritant et une raison d'être? Alors, les raisons d'être, on avait permettre à chacun de trouver sa raison d'être, justement, c'est-à-dire une animatrice qui va aider chacun à trouver sa raison d'être et l'importance de cette quête. Si je peux l'aider, je serais ravi. OK. Deuxième, faire grandir les autres. Ça, c'est un directeur financier. Et troisième, mettre en place un management qui permette l'épanouissement par des relations, de meilleures relations et une meilleure autonomie des collaborateurs. Ça, c'est un coach. Ouais. Et puis, combattre l'injustice, ça, c'est aussi un directeur financier. J'aime bien ce que vous avez dit. Et en même temps, est-ce que c'est le but du but ou est-ce que c'est pas juste votre but? Et tout à l'heure, on travaillait sur une entreprise d'insertion. Et je disais, l'insertion, c'est le but, mais c'est peut-être pas le but du but. Le but du but d'insérer les gens, c'est peut-être une civilisation différente. Donc, quand tu dis faire grandir les autres, moi je trouve que c'est un how, c'est une mission. Mais la vision, ça serait intéressant de dire pourquoi j'ai envie de faire grandir les autres. Vous savez, quand vous recherchez votre raison d'être, posez-vous 5 fois la question pourquoi. Alors vous allez dire c'est irritant. Ah oui, on parlait d'irritant tout à l'heure. C'est agaçant parce que le consultant n'est jamais content. Non, mais pourquoi tu veux faire grandir les autres? Pourquoi tu veux mettre en place un management épanouissant? C'est pas une finalité en soi. C'est un moyen au service de ta vision du monde. Et donc, elle est où ta vision du monde? Il doit être comment? Annie-Claude, ça te parle? Il doit être serein, il doit être égalitaire. Si les autres sont grands, c'est le bonheur qui est derrière, c'est la paix. Peut-être. Oui, peut-être. Combattre l'injustice. Moi j'aimerais bien vivre dans un pays où il n'y a plus du tout d'injustice. Parce que j'aurais l'impression que je peux vivre en liberté. Quoi, tu vois? Alors, ça sent le bisounours, ça, on est d'accord. Mais la vision du monde, quand Steve Jobs dit l'homme est un créatif né et je voudrais lui rendre sa créativité, c'était au départ une démarche, on va dire, bienveillante, bienfaisante, noble. Après, ok, il a fait de l'argent avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est que l'argent n'est jamais une finalité. Simon Sinek vous le dira très bien. L'argent, c'est la conséquence de ce que vous êtes bien aligné. Aligné avec un monde qui se transforme. Donc un monde avec moins d'injustice, c'est un monde où on a envie de vivre. Où on sera libre, c'est la liberté qui est derrière. Où on a moins envie de se suicider. Vous avez vu le suicide de cette pauvre femme ce matin, je ne sais plus dans quel pays, où elle était harcelée depuis 3 ans et elle a décidé de renoncer au combat, quoi. Voilà, c'est ce monde-là qu'on a envie de peupler et de meubler. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres réactions? Ce que tu m'as partagé. Alors, la raison d'être, c'est qu'il n'y ait pas d'altérité, c'est que la diversité est vraiment constructive et je dirais même plus loin, no more strangers, c'est-à-dire plus d'étrangers dans la vie. Ok, donc ça c'est le but du but de ton travail d'insertion.
Voilà. Et le how, c'est de réaliser, moi j'irai plus loin, c'est de réaliser des expériences d'accompagnement qui soient constructives pour tous, c'est-à-dire pour les accompagnants et pour les accompagnés. Ok. Et le why, c'est que l'insertion est le moyen pour favoriser le vivre ensemble et donc répondre à la raison d'être. Alors, moi je dirais que l'insertion, c'est du what. Aujourd'hui, pour réaliser ton projet de diversité, etc., euh, tu vas faire vivre des expériences d'insertion différentes, Ouais. faire vivre des expériences de rencontres différentes. Le what, c'est tes protocoles d'insertion, ça c'est du what, tu vois. Et le why, le pourquoi, c'est pour un monde effectivement où il n'y a plus d'étrangers, c'est pour un monde où on s'enrichit tous de la diversité et de l'altérité de l'autre. C'est quoi la différence entre mission et vision? Encore une fois, vision, c'est le monde aujourd'hui se transforme de cette façon-là. Par exemple, quand les fils Michelin ont repris l'entreprise en 1880, la grand-mère venait de déposer le bilan, elle avait une usine de billes en caoutchouc pour l'agriculture. Et elle leur dit, je ne peux plus rien faire avec, et vous, vous en feriez quoi? Ils venaient de passer le bac, ils avaient lu Rousseau qui leur avait dit, la première liberté de l'homme, c'est aller et venir. Et ils se disent, mais aujourd'hui, l'automobile vient de naître et elle tue plus de monde qu'elle en transporte. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter notre écho à ça? Et donc leur obsession, elle a été, euh, leur how a été la fiabilité totale, à tel point que la fiabilité bien ordonnée commençait par chez eux. Et c'est toute la dimension sociale, d'accompagnement social de Michelin, qui était la base même de son ADN. Ils ont dit, on ne peut pas faire progresser la mobilité, qui est un acte social, la mobilité, pas le transport, pas le déplacement, la mobilité, on ne pourra la faire grandir que si on la fiabilise à 100%, si on envoie encore des gens se tuer sur les routes. Et c'est pour ça qu'ils ont développé le pneu increvable, le pneu, etc., la jante, etc., etc. Par rapport à, je me disais, quelles que soient les visions, on avait vu ça avec Yannick Roudot, que peut-être certains connaissent Ouais, dans le j'adore. groupe Terme. Et je trouvais ça très inspirant puisqu'il nous disait qu'en fait, aujourd'hui, il pouvait y avoir 3 piliers de décision par rapport à une innovation ou à un projet d'entreprise. Et que très souvent, le seul pilier qui était pris en compte, c'était celui de la rentabilité, auquel lui ajoutait à juste titre la notion environnementale et la notion humaine. Et si ça, on l'a en tête dès la construction de notre raison d'être, du coup, ça facilite énormément l'alignement. Parce que dans les exemples que tu as donnés plus tôt, sur certaines entreprises, voilà, j'ai mis des doutes quant à leur sincérité. Alors, désigne un coupable. Tu parles de Toyota ou de Apple ou de Michelin? Les trois. Ouais, les trois, ou même Danone. Danone aujourd'hui qui parle de santé. Et, Oui. voilà, on est très très limite sur pas mal de modèles, même s'ils essaient de faire bouger les lignes aujourd'hui. Mais il y a une inertie liée à la taille des entreprises qui fait que c'est très très vite limitant. Oui, et puis de la part des actionnaires. Tu sais que quand Danone a soutenu Mohamed Younous en créant des fermes pour aider, avec le microcrédit, pour aider le Bangladesh, les actionnaires ont dit on n'en veut pas. Donc ils l'ont enfermé dans une OPCVM qui s'appelle Danone Communities pour pouvoir l'isoler de la rentabilité de Danone. Ok. J'aime bien les piliers, je les avais cités en 5e P, People et Planet, tu vois. La rentabilité, pour moi, on ne fait pas partie. Par contre, le purpose ne peut pas être que le people et planet. Donc, je vous propose de rentrer dans le processus d'innovation, sachant que, encore une fois, je resterai à votre disposition. Alors, vous connaissez peut-être Navi Radjo qui a écrit sur l'innovation Jugade, l'innovation frugale. Ça, c'est une gourde d'eau qu'on ramène au village. Voilà, donc des exemples un peu amusants d'innovation en mode bout de ficelle, quoi. Ça, c'est un verrouillage central d'automobile en Inde. Ça, c'est une pompe à eau. Voilà. Donc, ça, c'est bien pour vous faire rentrer dans l'esprit la notion de frugalité, qui n'est pas une privation, qui est simplement de partir avec du bon sens. Voilà. Donc, ça, c'est le livre qui a inspiré effectivement la démarche que je vous présente. Lean Startup. Eric Ries était le consultant de General Electric. Et vous verrez que c'est très détaillé, c'est très intéressant. Voilà. Le principe fondamental, il est là. Il est que
quand vous voulez lancer à partir de la tension, donc ADN, marquage, frustration, une idée, une hypothèse, vous allez donc systématiquement poser une hypothèse, essayer de la prototyper, de la valider. Poser une deuxième hypothèse, prototyper, valider. Et avancer en run, avancer en boucle itérative. Encore une fois, comme dans le design thinking ou comme dans Sprint, on n'a rien inventé. Sprint, pardon. Mais vous allez voir que c'est précieux. Donc cet exercice, on l'a fait ensemble. Donc on peut avancer. Et je voudrais poser d'abord la première hypothèse. Alors, vous allez recevoir un outil. L'outil, ça va être un tableau de synthèse qui vous permettra de comprendre dans les 8 étapes du parcours d'innovation ce qu'on a mis par exemple pour NA, pour les fameux bonbons à base de fruits. Alors je reviens juste une seconde en arrière. Ce qui est important en phase 1, c'est de poser non pas une certitude, et nous luttons tous les jours depuis 10 ans contre des start-upers ou des entreprises qui viennent avec des certitudes. Une certitude, c'est un os. Une hypothèse, c'est un muscle. Essayez de faire travailler un os. Bon. Bien sûr que c'est utile un os, mais c'est dangereux de se construire un projet sur une certitude. Une hypothèse, elle mérite d'être confrontée et d'être challengée, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai pris l'exemple de Na parce que c'est celui qui vous parle le plus, mais si demain vous m'appelez pour me parler du four ou de la sonde de rééducation ou de la canne ou des tatouages, je serais ravi de vous en parler. Dans l'hypothèse... Donc, je reviens sur Na pour vous dire que l'ADN de Na, c'est d'un groupe qui s'appelle Solines qui distribue des bonbons en devant de caisse, notamment Ricola, Fisherman's Friend, etc. C'est une boîte qui fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a fait aussi les chewing-gums Fridan. Et la frustration de marché, c'est que Roselyne Bachelot nous dit en 2008 « Je vais supprimer le meuble de devant de caisse si vous continuez à empoisonner les Français avec vos sucres, qui sont des véritables poisons. » Et donc le président de Solines me dit il faut qu'on invente une alternative moins sucrée. Donc on est allé rechercher dans le fructose moins sucré pour empêcher Roselyne Bachelot de supprimer le meuble le plus rentable de l'hypermarché. Sachez que le devant de caisse, même si le ticket moyen est d'1,75 €, le devant de caisse a de telles rotations qui contribuent énormément à la marge de l'hyper. Aujourd'hui, il est en difficulté à cause des drives et des nouvelles caisses automatiques, etc. Mais il a eu ses heures de gloire pendant 30 ans. Il a été inventé par Carrefour et Solines, justement. Et donc, face au défi que lance Roselyne Bachelot, on est allé rechercher, chercher une solution de bonbons agréable, doudou, récompense, énergique, à base de fruits. Parce que le fructose nous paraissait être la meilleure alternative au sucre chimique et au sucre... voilà. Donc, notre hypothèse, nous pensons que si nous inventons une confiserie gourmande et saine, sans sucre, on pourra sauver le rayon devant de caisse, le plus rentable du magasin, et contrer Roselyne Bachelot. Voilà. Donc, au départ, on a inventé un fruit de poche. Et au moment de l'hypothèse, n'oubliez pas une deuxième question qui est l'hypothèse de déploiement. C'est-à-dire, si votre idée est bonne, envisagez dès maintenant comment vous allez le déployer. Est-ce que c'est votre entreprise qui va le faire? Est-ce que vous allez créer une start-up? Est-ce que vous allez vous associer avec un concurrent? Est-ce que vous allez lever de l'argent? Oui, vous pouvez vous poser cette question dès le départ, parce qu'elle va beaucoup orienter votre processus. C'est si jamais ça marche, l'exemple du fabricant de clignotants, c'est ça marche, mais je ne vais pas me lancer tout seul sur le marché. Mon hypothèse de déploiement, je vais chercher la plus grande marque du monde qui va m'abriter, qui va me protéger pour développer mon innovation. La deuxième étape, une fois que vous avez posé cette hypothèse, Blablacar, l'hypothèse de Blablacar, c'est si on mettait plus de passagers et plus de conducteurs ensemble au même moment sur les mêmes trajets, on pourrait peut-être créer de la liquidité. Le succès d'une plateforme, c'est la liquidité. C'est-à-dire beaucoup de passagers, beaucoup de conducteurs, ça donne beaucoup de parcours. Au moment où Blablacar s'est inventé, quand vous vouliez aller de Paris à Berlin, il y avait 2 parcours dans la semaine ou dans le mois. Et forcément, les plateformes n'arrivaient pas à se développer. C'est pareil pour les plateformes de rencontres comme Mythique. Beaucoup de papas et beaucoup de mamans, ça donne peut-être beaucoup de bébés. Mais c'est une hypothèse. Ensuite, il faut le vérifier. Donc la confrontation va être une épreuve, va être un moment très précieux où vous allez passer de 12 à 24 mois sur le marché
à rencontrer les philosophes, à rencontrer les utilisateurs, à rencontrer les consommateurs, à aller dans les salons partout dans le monde pour voir qui a déjà apporté des solutions à cette hypothèse, des réponses à cette hypothèse. Ça s'appelle la phase confrontation-veille. Et c'est important d'avoir l'écoute la plus large possible pour accueillir. Alors, c'est une phase de chaos. Vous allez vous retrouver avec un bureau, une war room peut-être, donc une salle de travail complètement envahie de tas de propositions. Quand on a cherché un bonbon pour remplacer et qu'on a créé Na, on avait des dizaines et des dizaines de caisses de bonbons et de tablettes et de plaques de chocolat, de plaques d'amandes, etc., différentes, jusqu'à ce qu'on arrive à se dire, là, on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est la troisième étape. Enfin, pour passer de la deuxième à la troisième étape, on a appliqué l'outil, la grille, la matrice océan bleu. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qui existait et on a dit, ben nous, on veut aller dans une direction nouvelle. C'est ça l'océan bleu. Hein. L'océan rouge, c'est celui qui est rouge du sang et du sucre de tous ceux qui se battent sur le devant de caisse. L'océan bleu, c'est celui dans lequel on se force à aller. Il y a un livre passionnant qui s'appelle Blue Ocean Strategy que je vous conseille. Donc vous appliquez cette matrice et ensuite vous arrivez à l'idée. L'idée, la troisième étape, c'est l'idée. L'idée, c'est une hypothèse mais radicalisée, ramenée à quelque chose de très simple, qui est mon truc est un machin, qui fait quoi de plus à qui en délivrant quoi. Donc en français, ça donne, mon projet c'est un snacking sain, convenient, c'est-à-dire pratique, hein, qui rend service au rayon confiserie de poche, un coupe-faim naturel, à base de fruits, sans sucre, sans colorant, sans conservateur, avec une DLC de 18 mois. Ça c'est mon projet, mon idée. J'ai pas encore finalisé ni le packaging, ni le prix, ni la recette. Je m'interdis de toucher à tous les éléments du mix marketing. Je pose simplement mon idée et ensuite, j'aurais pas dû mettre la photo du paquet parce que vous pouvez penser que l'idée c'est le paquet. Donc l'idée on a trouvé en cherchant, en confrontant, on a trouvé deux choses. On a trouvé d'abord des innovations que Danone avait mis au point au Portugal à base de fruits et qu'il avait abandonnées. Donc on en a racheté certaines. Et puis on a trouvé une pépite de fruits dont on a remonté la chaîne de production. On l'a trouvé dans un bol de cornflakes. On est arrivé en Belgique où il y avait un grand sèche-linge qui se nourrissait de pectine, de purée de pommes et qui créait cette pâte de fruits. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un deal avec cette usine, on ne va pas la racheter. On va simplement lui proposer de racheter toute sa production pendant 10 ans. Voilà. Ça, c'est aussi une hypothèse. Et on a avancé sur cette hypothèse à partir de notre idée qui était, on va créer peut-être un snacking en rajoutant, pas de colorant, mais en rajoutant un peu de fraises, un peu de framboises, etc. Donc notre projet, c'est un snacking sain. Ça, c'est notre idée. Et après, vous rentrez dans la phase 4. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à utiliser le chat pour dire, Gilles, attends, là, tu es allé un peu vite. La phase 4, c'est tous les usages possibles. Vous avez posé votre idée, vous dites maintenant, je vais balayer tous les usages, primaires, secondaires, gratuits, hackés, torture, les ennemis, tous les usages possibles. Je vais poser tous les usagers, je vais essayer de les aimer. Je vais essayer de me dire, il n'y a pas que le gamin qui sort de la piscine qui a envie d'un Mars, mais le Mars, vous savez, il crée un pic glycémique. Le pic glycémique, il est dangereux parce qu'il crée un état d'hypoglycémie. Alors que le Na, qui est à base de fructose, a un index glycémique qui ne crée pas de pic glycémique. La barrière est à 0,5, le Mars est à 0,8, Na est à 0,35, un fruit est à 0,2, 0,3. Voilà. Donc on va étudier tous les usagers possibles et parmi ces usagers, on va s'en choisir un ou deux maximum. On va mettre dans les usagers également les revendeurs. Moi, je vais m'intéresser effectivement à celui qui revend en boulangerie, par exemple, ce genre de doudou, ce genre d'énergie. Je vais m'intéresser aussi aux journalistes. Je vais vraiment balayer tous les gens qui, quelque part, ont un intérêt, partie prenante, avec cet usage. Je vais utiliser, mais comme le temps est limité, je vais juste vous dire qu'il y a une méthode qui nous permet de mieux comprendre la psychologie de l'usager. Donc, je vous ai dit, parmi tous les usagers, je vais en choisir un avec lequel je vais vouloir prototyper mon idée. En l'occurrence, je vais prendre une mère de famille urbaine, 35 ans, 3 enfants, qui travaille et qui retrouve toujours des fruits écrasés au fond du sac de sport de ses enfants. Et à qui on dit, ben, peut-être que ce fruit de poche, il va être
convenient, qui va être pratique, etc. Donc c'est avec elle que je vais avancer dans ma phase de prototypage. Je vais également mettre un chef de rayon parce qu'il faut que je comprenne la psychologie du chef de rayon. Et ce tableau qui s'appelle Empathy Map, vous le trouvez sur Internet gratuitement. Il va vous permettre, avec des post-it, de remplir en groupe de travail pour mieux définir la personnalité des gens que vous allez adresser. Freins, besoins, ce qu'il entend, ce qu'il voit, etc. Donc tout un travail, c'est un atelier qu'on fait en groupe de travail en session germe en début d'après-midi. C'est assez amusant, tout le monde se prête au jeu parce qu'on a tous envie d'aimer, de mieux définir nos usagers. Voilà. Et de ces usages, on va créer les personas. En l'occurrence, sur la phase prototypage, je vais avoir 2 personas, donc ma femme, ma mère de famille, peut-être l'enfant aussi, parce que j'ai besoin de comprendre s'il va aimer le fruit de poche ou pas, et puis le chef de rayon. Et je vais bien les avoir en tête au moment de rentrer dans la phase suivante. Donc ça, c'est des personas. Vous les aurez dans le PowerPoint. C'est une façon de décrire, effectivement, de façon un peu plus approfondie, les personnalités. Ici, c'est dans le monde de l'immobilier. C'est sur une innovation immobilière. Voilà. Mais je vais effectivement, donc, à partir des usages que j'ai visités et de la personne et de la cible et de l'usager que j'ai gardé, je vais faire mon prototypage. Alors, mon prototypage, c'est quoi? Ben, au début, je vais faire... Alors, j'ai 3 niveaux de prototypage. Excusez-moi, c'est un tout petit peu technique. Je vous ai écrit ici prototypage MVP. MVP, c'est-à-dire minimum viable product. Produit minimum viable. C'est-à-dire que je vais surtout pas faire un sapin de Noël. Je vais faire la chose la plus... Si c'est une application Internet, je vais faire 3 lignes de code. Si c'est un objet, je vais le faire en 3D d'abord. Là, on est en train d'inventer avec un ami un boîtier électrique. On l'a fait chez un Fab Lab en mode 3D. C'est le prototype alpha, c'est celui qu'on fait entre nous pour pouvoir incarner la solution. À droite, je vous ai mis la montre Pebble, qui a eu un des plus grands succès aux États-Unis il y a 10 ans, à partir d'un prototype qui était fait avec une machine 3D. Donc ça, c'est le proto-alpha, qui va me permettre de vivre avec, de le débugger entre copains, de le partager dans l'entreprise, comme tout prototype. Et puis, une fois qu'on l'a débugué, je vais rentrer dans le prototype bêta. Bêta privé, je vais choisir 5 utilisateurs, donc 5 mères de famille différentes, peut-être même une mère en milieu urbain ou rural. Et rural, elle va me dire, mais pourquoi est-ce que je paierais 1,80 €? Enfin non, on ne parle pas de prix encore. Mais pourquoi j'achèterais un fruit de poche alors qu'il suffit de passer au verger? Bon, donc il va falloir expliquer, trouver les arguments, etc. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est comment ils le consomment. Donc je vais vivre avec eux pendant toute cette période d'observation. Je vais aller à la piscine, je vais le regarder manger son produit. Il n'y a pas de packaging, il n'y a même pas de nom. À ce stade, il n'y a même pas de nom. C'est un petit sachet. On est en train de le faire pour des graines qui sont des coupes fins. Bon, jusqu'à ce que le débrief m'apporte une première validation. Les bêta-testeurs privés ont apprécié. C'était gratuit. C'est des complices, c'est des gens que je suis allé chercher sur les réseaux sociaux, que je suis allé chercher dans la rue ou dans des salons, mais qui vont m'apporter beaucoup de contributions. Et une fois que j'ai eu cette validation, je vais rentrer dans la dernière phase de test, qui est la phase bêta publique. Et là, je vais recruter 50 ou 100 utilisateurs. Je vais faire un marché test, par exemple, avec un prix discounté, mettons moins 30 ou moins 50, mais je vais voir en vraie grandeur comment les gens réagissent et ce qu'ils aiment. Et je vous dois une confidence à ce stade. Na a été en 2009 le plus grand succès de lancement dans la catégorie PCP, petite confiserie de poche. Le plus grand succès de lancement et en même temps le plus grand échec en termes de réachat. Les Français n'ont pas voulu réacheter. Les Suisses et les Allemands, qui sont beaucoup plus fonctionnels, ont réacheté massivement, mais les Français qui sont émotionnels n'avaient pas compris le bénéfice et donc n'ont pas réacheté. Donc il nous a fallu très vite, au bout de 6 mois, inventer d'autres recettes et continuer à faire des hypothèses avec du chocolat, avec des amandes, etc. Et vous allez voir qu'on a pivoté 5 à 6 fois jusqu'à obtenir la gamme de Na aujourd'hui qui réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc ça, c'est le bêta public. Et on va obtenir à l'issue de cette phase de prototypage le Graal, ça s'appelle la Proof of Concept. Et avec la preuve de concept, vous pouvez aller voir votre conseil d'administration, vous pouvez aller voir votre banquier, vous pouvez aller voir
un business angel ou un fonds d'investissement, plus sûrement qu'avec un tableur Excel. Le tableur Excel, c'est un gros mensonge. Le tableur Excel, on lui fait dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a très peu de jurys qui acceptent le tableur Excel. C'est comme le CV. J'ai vu un recruteur samedi qui m'a dit, moi je demande à mes candidats de m'envoyer un CV de leurs échecs. J'adore. Et pas de leurs succès. Donc, ce qui remplace le tableur Excel aujourd'hui, c'est la proof of concept, la POC, la preuve de concept. La preuve de concept, c'est la restitution qu'ont fait les premiers utilisateurs de mon produit. Ça ne veut pas dire que je suis garanti à 100%, mais c'est le début de quelque chose qui me permet d'aller chercher 100 000 balles auprès de mon CODIR, auprès de mon conseil d'administration, pour dérouler ensuite mon service ou mon produit et tous ces aspects de mix et préparer. Voilà. J'ai eu la preuve de concept à gauche avec ce four et ensuite j'ai pu réaliser 6 prototypes comme celui de droite et aujourd'hui le four a été vendu à 150 exemplaires l'année dernière, 400 cette année. Voilà. Mais à partir de ce mode itératif. Bien, une fois que j'ai la preuve de concept, je peux faire mon business model. Et là, je ne vais pas vous faire perdre de temps parce que le business model, il est très classique. C'est celui que vous faites habituellement dans vos innovations. Le seul point peut-être un peu innovant, c'est qu'aujourd'hui, avec le web, vous pouvez faire un tunnel de conversion. C'est-à-dire que vous êtes capable de mesurer précisément combien de suspects il faut aller chercher pour les transformer en prospects, combien de prospects il faut chercher pour les transformer en leads, en liens, en contacts, combien de leads il faut pour faire une vente, combien de ventes il faut pour faire un réachat, combien de réachats pour faire un client fidèle, combien de clients fidèles vont donner des clients prescripteurs et combien de clients prescripteurs vont donner des clients ambassadeurs. Les 8 étapes du client, suspect, prospect, lead, client, réachat, fidèle, prescripteur, ambassadeur. Et ça, dans la phase de modélisation, avec les 100 000 balles que j'ai empruntées à mon CODIR, je peux modéliser, je peux utiliser les réseaux sociaux, je peux créer des marchés tests, jusqu'à ce que j'ai optimisé mes taux de conversion. Et là, je peux plus sûrement faire mon lancement. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous décrire. Si j'ai bien optimisé mon tunnel de conversion, je sais que si j'investis 100 000 euros dans Facebook, par exemple, eh bien au bout du bout, j'encaisserai 200 000 euros. Et quand j'ai fini mon business model, je peux faire mon lancement. Alors le business model, vous pouvez aussi inviter le business model Canva. Vous pouvez, bon ben là, encore une fois, je n'ai pas de leçon à donner, hein. Chacun selon sa méthode. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de valider le modèle pour pouvoir faire mon lancement. Donc je fais mon lancement et quand j'ai fait mon lancement, je peux encore rencontrer des difficultés parce que le marché a pu évoluer entre avant le Covid, après le Covid. Justement, les réachats ne se font pas comme je pensais qu'ils se feraient. Et donc, je dois rester agile et garder encore de l'argent pour pouvoir faire des pivots. Le pivot, c'est changer de recette. Le pivot, c'est rajouter un par un des éléments nouveaux qui vont me permettre peut-être d'enrichir. Regardez, le pivot, c'est la courbe verte que je vous ai montrée là. C'est-à-dire que finalement, je n'ai pas réussi à valider mon hypothèse 2. Je reviens en arrière et je lance une hypothèse 2B. Exemple, pour Na, je rajoute des amandes. Et aujourd'hui, Na a fait un certain nombre de pivots qui l'a amené à créer des laits de céréales, des laits d'amandes, de noisettes, de coco, etc. et à racheter Kombucha. Et demain, une marque de graines qui est en marché test actuellement. Le pivot, vous verrez, c'est très précieux le pivot, parce que c'est vraiment la liberté, l'agilité que vous devez vous garder. Alors oui, la question de Bénédicte, c'est à quel moment introduire la notion de prix? Le plus tard possible, parce que le prix est inhibant. Notre four, on a pensé qu'on le vendrait 2000 euros et qu'on le réaliserait à 400 euros en prix industriel. Et donc, on l'a testé, on en a vendu 50 à 1000 euros au lieu de 2000. Écoutez, quand on a fini l'analyse de la valeur et l'analyse du prix en incorporant le packaging, l'assurance, le SAV, etc., on a fini avec un prix à 3300 euros TTC au lieu de 2000. Donc si on avait pensé dès le début qu'on serait à 3300, on aurait inhibé notre innovation et on ne l'aurait jamais lancé. Tu trembles carcasse. Donc l'idée, c'est d'attendre le plus tard possible pour fixer le prix et d'être souple sur le prix si jamais le prix n'est pas validé. En l'occurrence, sur Na, à 1,75 €, c'était trop cher. Il y avait deux freins. Le premier,
la fonctionnalité n'était pas complètement établie. Le deuxième, le prix était insupportablement trop cher. Aujourd'hui, il est à 1,45 € en hypermarché. Si la fonctionnalité n'est pas établie, c'est toujours trop cher. Voilà. Et donc, la dernière étape, et après, j'aurais fini pile à l'heure, la dernière étape, c'est l'accélération. Je vous ai dit au début que quand vous allez poser votre hypothèse, il faut que vous sachiez dès le départ comment vous allez déployer, comment vous allez accélérer. La plupart des startups savent, dès qu'elles se lancent, à qui elles vont vendre leur projet, sauf WeWork. Donc la plupart des startups, elles ont déjà identifié un industriel, comme VAG tout à l'heure, avec l'exemple de la LED, qui sera capable d'abriter. Moi, en l'occurrence, sur ce boîtier électrique, je suis allé voir Legrand. J'ai dit, on a une idée de start-up et au moment où on voudra accélérer, on aura besoin de vous. Donc, sous NDA, etc. Et finalement, on va le faire avec Aguerre, parce que Legrand a beaucoup trop hésité. Donc, l'accélération, c'est le moment où vous allez développer, soit sur le plan géographique, soit en élargissant la gamme. Vous allez sortir tout doucement de la MVP. Oui, pour le lancement, ne cherchez pas à faire des couleurs différentes. Mon associé sur le four voulait à tout prix 4 couleurs. Non, je lui ai dit que Ford avait gagné de l'argent parce qu'il avait dit tout le monde pourra choisir la couleur de sa voiture du moment que c'est du noir. Quand Mercedes a lancé sa classe A, il y a 25 ans, vous vous souvenez, le pot de yaourt qui avait du mal à prendre les épingles à cheveux, elle était rouge. Mais c'est un exemple qui est encore une fois, Lean Startup ne date pas d'aujourd'hui, c'est que du bon sens. Hein. Et si on avait 2 heures de plus, je vous expliquerais que tous les outils qu'on utilise sont les outils traditionnels du marketing, mais revisités. Donc oui, c'est super important de se limiter en termes de nombre de couleurs, d'options. Il faut qu'il soit nul le produit. MVP, Minimum Viable Product. Et donc effectivement, la dernière phase, l'accélération, elle va vous permettre d'aller plus loin. Et regardez, alors je vous donne ça aussi avec le descriptif de chaque phase. Vous allez adorer parce que tout est assez bien guidé avec l'exemple de Na. Avec les différents pivots de Na, parce que Na est passé il est passé du fruit de poche au snacking sain. Il a quitté le fructose pur pour aller davantage dans le snacking. Voilà. Un dernier slide qui montre à quel moment j'ai besoin de mettre de l'argent. Si je suis une start-up, je vais commencer avec des petits boulots, puis du love money, puis un business angel, et enfin de la vente. La vente de mes parts, 50% ou 49% de mes parts à un industriel, et ensuite un earn-out, c'est-à-dire une vente au bout de 3 ans ou 5 ans. Si je suis une entreprise, je vais utiliser l'open innovation, puis un budget marketing, puis ensuite je vais voir mon codir ou mes actionnaires ou la BPI, et s'il le faut, je lèverai des fonds et peut-être je ferai un spin-off à la fin. Si l'idée n'est pas directement dans le core business, mais peut-être cette idée va devenir votre core business de demain. Donc ne nous en éloignons pas trop. J'ai une nouvelle question pour continuer sur l'aspect financier. Ouais. Donc, je suis tout à fait en phase avec toi pour dire qu'il faut introduire le plus tard possible les aspects prix parce que sinon ça bride l'équipe, tout. Maintenant, comment est-ce que tu gères le rapport avec les décideurs, PDG, enfin peu importe, actionnaires, quand ils te disent oui, mais si on va trop loin, on aura perdu 1 an, 2 ans et on n'aura pas la garantie que ça sort. Donc, comment tu fais pour assurer ces braves gens et que tu ne peux pas encore leur démontrer que ton produit dont tu ne connais pas le prix, c'est le produit de l'année, quoi. Alors, 2 choses par rapport à ça. Tu te fais des ennemis, de toute façon, sur ce process, tu te fais que des ennemis. D'abord, tu crées des jalousies dans la boîte. Parce que, alors, normalement, tu le fais en plus de ton boulot. On ne crée pas de département innovation spécialement pour ça, sauf si on sent qu'il y a le début de quelque chose. Chez Solines, qui a 300 collaborateurs, c'était une demi-collaboratrice, plus le président et moi. Il faut que ça vienne du président. Il faut d'abord arriver à convaincre le président. C'est pour ça que j'interviens beaucoup chez APM, parce que je rencontre aussi pas mal de présidents à qui je dis, vous n'avez pas d'autre choix que de faire aujourd'hui un pas de côté. Démodez vos concurrents. Et démoder vos concurrents, c'est pas surenchérir, c'est pas rajouter une couleur. Bon, donc quand vous partez en mode Lean Startup, vous savez pas où vous allez arriver. Pour te parler du four, par exemple, tu vois, on a retardé de 3 ans le vrai prix du four. Entre-temps, on a fait quelques dépôts de bilan, mais globalement, il est toujours là. Et aujourd'hui,
on pense qu'on va en vendre 400 cette année et 1000 l'année prochaine, à un prix auquel on n'aurait jamais pensé. 3200 € le prix standard et 5000 livres en Angleterre. Pourquoi? Parce que ce qu'on a créé, c'est pas juste un four. Tu vois, ce qui est important, c'est d'essayer d'imaginer que ce que tu crées apporte quelque chose dans le mouvement de transformation du monde, dans les attentes. Ce qu'on a créé, nous, c'est une vestale, c'est un foyer. C'est un foyer dans le foyer. C'est la flamme dans un jardin à Londres, là où la cheminée est interdite, tu vois. C'est un produit qui a une âme. Bon. Donc, si tu veux, il faut trouver un juste milieu. Effectivement, si ton président te dit, mais combien ça va coûter? Ben, écoutez, restons souples et n'achetons pas l'usine de Na en Belgique. Faisons un deal. Et moi, je trouve que ça a été très sage de la part de Bertrand Jacoberger, de Solines, il a mis son argent dans le contrat. Il a pris le meilleur avocat de Paris. Il a fait un contrat qui était robuste et il valait mieux. Parce que quand on a commencé à avoir du succès, d'estime déjà, ben Danone et Nestlé se sont pointés dans l'usine en disant on vous rachète l'usine. Et le propriétaire dit mais je ne peux pas la vendre. Je suis pieds et poings liés pour les 10 ans qui viennent. Et donc ça nous a permis de mettre une barrière à l'entrée de manière contractuelle. Donc, et sur le prix, encore une fois, il faut que le président fasse confiance. Il faut qu'il comprenne que l'enjeu, il est pas d'avoir le nez dans le guidon, mais d'avoir du recul et que tôt ou tard, si on rend service, on trouvera un prix de marché. Parce qu'on ne fera pas la même chose que les concurrents, on ne sera pas comparable. L'idée de cette innovation, c'est surtout de ne pas être comparable. C'est le principe d'Océan Bleu qui doit nous guider. Tu as une question de Pascal qui te demande combien de temps pour Na entre ADN et accélération? On n'a pas fini. On n'a pas fini. L'ADN, c'était donc en mars 2009. Non, même pas, en octobre 2008. Le lancement officiel avec une diététicienne, c'était en juin 2009, puisque le soir du lancement, j'ai démissionné de mon métier de publicitaire. Donc c'était en juin 2009. Le premier succès, c'était en octobre 2009. Le premier échec en février 2010, quand on n'a pas trouvé le réachat. Mais on avait un produit relais pour octobre 2010, qui était à base de noisettes, puis de chocolat. Et on a eu de cesse que de grandir par itération, par élargissement de la gamme. Toujours en devant de caisse, on est très peu en fond de rayon. Et aujourd'hui, si tu veux, il s'est passé 10 ans jusqu'à ce qu'on fasse cette année 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans une boîte qui, pour accélérer, ben, elle a le meilleur pipeline puisqu'elle a accès à 100% de la distribution. Puisqu'elle distribue déjà Ricola, Fisherman's Friend, enfin toutes ces marques de petites confiseries de poche. Donc voilà, 10 ans pour passer de 0 à 40 millions.